Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce panel So, welcome back numéro 2 to all of you for de this ce colloque second panel of organisé par le our Courrier des Balkans avec colloquium organized by the Courrier des Balkans with excusez-moi, j'ai un problème de son avec le soutien de la Fondation Böll. Un panel qui va être dédié à la question des mobilisations en Bosnie-Herzégovine, un sujet qu'on ne traite pas souvent et auquel nous avons vraiment choisi de faire de la place. Avant de commencer, je voudrais simplement vous rappeler quelques petites consignes. Vous pouvez poser des questions, si possible en anglais, sinon on se débrouillera pour les traduire. Dans le petit chat qui s'appelle Q&R, qui est en bas de votre écran. Et puis, pour la question des traductions, vous choisissez dans le petit bouton interprétation le canal dans lequel vous voulez entendre les panélistes les panélistes et moi-même pour la modération. Avant de commencer les discussions, écouter nos panélistes qui sont avec nous aujourd'hui, je voudrais commencer tout d'abord par les présenter. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Anes Podic. Bonjour. Anes est le fondateur de l'organisation EcoAxia, qui est active dans la défense de l'environnement et de la justice sociale depuis 2009 et lutte pour la préservation des rivières, des forêts, de l'eau potable et d'un air pur, en menant des campagnes contre les intérêts politiques et financiers qui détruisent l'environnement bosnien. Avec nous également Stéphane Blagic. Bonjour. Stéphane est diplômé de la faculté de sciences politiques de Banja Luka. Il est également journaliste et activiste. Après avoir travaillé au sein de la coalition Podlupom, qui monitore les élections en Bosnie-Herzégovine, entre autres, ainsi qu'au Centre d'information de l'Union européenne à Banja Luka. Il a fondé l'association Restart Srpska en 2017, qui lutte contre la corruption et les pratiques politiques autocratiques de cette entité. Et il a remporté cette année le prix du meilleur reportage d'investigation pour son travail sur la corruption. Et puis avec nous également Sanja Horic. Bonjour Sanja. Sanja est cinéaste, productrice et journaliste basée à Tuzla. Depuis 2010, elle est engagée au sein de l'association Front Slobode, pour lequel elle s'occupe de la partie documentaire et des archives multimédia. Elle a mis en œuvre la production de l'Université ouvrière, plateforme qui lutte pour la reconnaissance des travailleurs ouvriers dans un contexte de fermeture et de privatisation sauvage d'usines, ainsi que la plateforme environnementale Terre, Eau, Air. Elle a produit et réalisé plus d'une quinzaine de films et documentaires, dont Crossroads en 2008 et Unemployed are not allowed en 2019 et Worker and Factory cette année. Bienvenue à tous les trois. Tout d'abord, avant de commencer, est-ce que vous entendez bien et est-ce que tout va bien avec les traductions? Oui. Alors, pour l'ordre de passage, je vais tout d'abord donner la parole à Anes Podic, qui va donc nous parler de son action avec EcoActia et de la situation de tous ces problèmes environnementaux en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui. Anes, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Anis Podic, je viens de Croatie. Nous avons mis en place cette organisation en 2009. Et l'idée étant d'essayer de défendre la nature en Bosnie-Herzégovine
seul 30% de territoire est protégé, mais on a rencontré d'autres problèmes sans passer d'une question à une autre, parce que la désintégration de ce pays a été un processus continu, ne s'est jamais terminé. Pour vous dire quelle est l'histoire de la Bosnie et Herzégovine, est-ce que vous pourriez me permettre de partager mon écran de manière à ce que je présente des visuels? Est-ce que c'est possible de partager mon écran? C'est possible désormais. Ça, c'est au centre Sarajevo. Ce bâtiment, ces bâtiments ont été détruits au début de la guerre. Il faisait partie de ce qu'était la plus grande société en Europe de l'Est avant la guerre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la privatisation, toutes les entreprises ont été privatisées et la communauté internationale, en fait, euh, 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 donc n'aidait plus les grosses entreprises. Donc ça s'est désintégré puisqu'on mettait l'accent sur les petites et moyennes entreprises. À cette entreprise avant la guerre, créer des systèmes d'information pour les services postaux, les hôtels. Nous avons une équipe à l'époque d'ingénieurs qui travaillaient en Chine parce que la Chine souffrait subissait l'embargo technologique des États-Unis, donc ils enseignaient aux Chinois comment faire de l'informatique. Donc, après la privatisation, on attend que ce terrain puisse être de plus en plus cher et puis qu'un jour, les promoteurs immobiliers puissent en tirer plus de bénéfices. Non, vous voyez, on a perdu nos entreprises aussi. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est on a perdu nos ressources naturelles pour suivre. Ça, c'est l'hôpital public, le plus nouveau qui a été d'abord construit par l'armée, ensuite il a été repris par la municipalité. Et en 2016, il y a eu une tentative de vider cet hôpital de son personnel et de ses patients et pour le transformer dans un autre projet immobilier parce qu'autour de l'hôpital, il y a un énorme parc avec 2 hectares presque de terrain. Le bâtiment est neuf et peut être utilisé pour bien d'autres utilisations. Et alors, à ce moment-là, des gens se sont levés et l'hôpital a été défendu par un petit groupe de gens qui ont ensuite bénéficié de l'aide d'autres gens de Sarajevo, qui étaient des usagers de l'hôpital, et ils ont dit ça nous appartient. Et ils se sont élevés contre cela après l'annonce. Bon, ça demandait un certain nombre de jours, mais au bout du compte, on a pu défendre l'hôpital, on a pu se féliciter de l'avoir fait, mais en fait, ce que l'on faisait, c'est qu'on protégeait un hôpital d'État contre l'État ou contre les acteurs privés qui se cachaient derrière l'État. Et ça a continué. Et avec chaque jour qui passait, il a fallu faire le tour du pays pour essayer d'aider les gens qui essaient de défendre leurs montagnes, leurs rivières. Mais le problème, c'est que en Bosnie-Herzégovine, la politique, c'est déplacer les populations et vendre. Donc, on vide le pays. Ça, c'est l'hôpital, donc le même hôpital, avec le personnel qui a osé prendre la parole et se montrer, montrant que avant, ils avaient peur de se montrer, mais quelques mois plus tard, enfin, ils n'avaient plus peur de perdre leur emploi en se montrant, en défendant leur outil de travail finalement. Donc la nature, maintenant, la nature est merveilleuse dans bien des parties du monde, mais ça,
N'est-ce pas merveilleux, cette image dans le parc national? Ce qui s'est passé, c'est que le fait qu'on ait beaucoup de merveilleuses montagnes et rivières, eh bien, les investisseurs privés ont profité des aides de l'État. Et voici le réseau d'usines hydroélectriques qui ont été construites ou qui sont prévues d'être construites. Il y a plus de 400 d'entre elles, 450 d'après certains chiffres, et il pourrait y en avoir 600 et plus au bout du compte. Donc, maintenant, les citoyens s'élèvent pour défendre leur rivière, mais est-ce qu'on pourrait faire passer une vidéo que je vous ai envoyée? Aline, est-ce que vous pouvez faire passer la vidéo que je vous avais envoyée, s'il vous plaît? Voilà, c'est ce qui s'est passé en 2017. Les femmes de Colchester ont défendu leur rivière. Et les forces de police spéciales les ont attaquées. Elles ont été battues. Et aucun de ces policiers qui est intervenu n'a été inquiété. Alors voici parmi les femmes, donc voici les femmes qui ont défendu leur rivière. Mais la population se soulève. Alors là, nous sommes à Visegrad, donc la population se soulève dans tout le pays. Ceci nous vient, c'est une photo de Fornitsar, il y a 2 ans, et Nevetitsar, en février 2020. Nous avons un mouvement qui prend de l'ampleur. On se soulève pour défendre la nature. Parce qu'il n'existe pas de système qui permet de véritablement défendre l'environnement, on a des ministères qui n'ont pas mis en œuvre de formes juridiques de violation de la nature, de protection de la nature. Alors, voilà ce qui se passe. Nos sources d'approvisionnement sont menacées, entre autres. Et au moment même où nous nous parlons, eh bien, une autre rivière est défendue ici, à Linnice. Voici une pétition avec des signataires qui font la queue. La population de la Bosnie diminue. Nous en sommes à 3 millions d'habitants. Et la pollution va bon train, comme si nous étions en plein développement économique. Ce sont des données, des mesures de pollution. Sarajevo, ces pics, eh bien, on les voit principalement pendant la saison hivernale. Ce sont les données de 2014. Dans la plupart des villes de l'Europe occidentale, eh bien, nous avons des alertes lors de ces pics de pollution. Et lorsque la concentration atteint les 80 microgrammes, et là, on arrive souvent à 200, 300, 400 et même 500 microgrammes. En janvier, nous étions en fait, nous arrivions à des chiffres similaires à Pékin. Donc, Sarajevo est une ville très polluée en Bosnie. Tout cela cabosse, même dans les petites villes comme Visoko ou Krakow, où il y a un champ. Dès que de nouveaux centres, de nouveaux indicateurs relèvent ces pics, eh bien, voilà les phénomènes que l'on constate. Le gouvernement ne fait rien, ne prend pas de mesures. L'objectif est ici et
de devenir riche, d'extraire les ressources, de placer les membres du parti dans des emplois financés par l'État. Et puis nous avons encore, en plus de cela, un problème désastreux, à savoir la pollution de l'air, et puis la gestion des déchets et qui contamine le sol et avec un impact extrêmement tout à fait désastreux pour la population. Alors, certes, les actions militantes nous aident, mais nombreux sont ceux qui décident de partir de ce pays. Et les rivières ne sont plus défendues, la nature n'est plus défendue. Tous les fonds sont investis à perte dans des autoroutes dont on ne peut se permettre le prix. Et ici, la Bosnie ne deviendra jamais un État membre de l'Union européenne, à moins d'avoir ici, parce que comme en République tchèque, eh bien, ils ont mis 10 ans d'investissement d'1 milliard, à raison d'1 milliard d'euros par an pour résoudre des problèmes liés aux mauvaises gestions du gouvernement. La Bosnie ne fait rien. Donc, ce n'est pas demain que nous deviendrons un État membre de l'Union européenne. Ce qu'on peut faire, c'est préserver ce que nous avons de notre nature, notre population. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire pour le moment. Merci Annès. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal avec, avec le son. Merci de nous avoir expliqué tout cela. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Stefan Blagic et Sanja Horic. Et puis ensuite, on prendra, certainement, j'aurai quelques petites questions à vous poser pour préciser et développer un petit peu ce que vous aurez dit. Et puis ensuite, on prendra des questions du public. Sanja, est-ce que vous êtes prête? Alors, j'ai un petit peu des problèmes à ajuster au français. Pourrions-nous peut-être nous exprimer en anglais, peut-être pour… Comme vous le souhaitez, mais vous avez un bouton dans le bas de l'écran. Interprétation? Je vais m'exprimer en anglais si vous souhaitez me poser des questions. Sorry for that. En anglais. Mon ordinateur ne me limite plutôt les options. Probablement. Alors, ce qu'on constate quant à l'évolution, eh bien, le mot qui revient, eh bien, c'est celui de privatisation. Tout ce qui ne va pas bien en Bosnie est lié à ce mot, la privatisation. Je vais vous passer une vidéo peut-être qui dure peut-être 6-7 minutes, mais peut-être que ça prendra trop de temps. Peut-être que je peux partager ce lien et et puis on pourra justement faire un petit peu une voix off. Et donc, partagez le lien de cette vidéo dans le chat. Donc, je vais partager mon écran, peut-être. Alors, quelqu'un doit me laisser partager mon écran. L'animateur doit m'autoriser. Est-ce que vous voulez bien me donner l'autorisation? Vous devriez en être en mesure. Donc, c'est une vidéo courte que j'ai faite il y a 1 an. Donc, c'est finalement la chose principale qui m'occupe. Alors, j'ai commencé à parler d'histoires liées aux événements qui touchaient ma ville. Tania, on n'arrive pas à vous entendre dans le canal anglais. Vous allez devoir sélectionner la langue anglaise dans l'interprétation.
Est-ce que vous avez trouvé la fonction langue anglaise dans l'interprétation? Oui. Et vous allez eh bien, désactiver l'original, l'audio original. Ça devrait fonctionner maintenant. Voilà, c'est parfait. Là, vous allez me regarder sur mon, via mon écran partagé et puis avec le son partagé sur mon téléphone. C'est un petit peu le style bosniaque, hein, tout ça. Comme je le dis, j'ai commencé à développer, entamer ma carrière. L'interprète indique que le son est très mauvais. Il y a une sorte d'écho, dit l'interprète. Un des micros de Senia doit être désactivé, dit l'interprète. Alors, j'ai un problème, je n'arrive pas à désactiver le son parce que vous entendez un écho, c'est ça? Oui, confirme l'interprète. Est-ce que vous disposez d'un casque, d'un micro que vous pouvez utiliser, Senia? Qu'en est-il maintenant? C'est mieux, semble-t-il. Oui, c'est bien mieux. Et les interprètes doivent confirmer. L'interprète confirme. Ça devrait fonctionner comme ça. Désolé, c'est une longue journée. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se passaient dans ma ville, des manifestations contre le gouvernement local, autour de questions relatives aux droits des salariés, des ouvriers, des compagnies, des entreprises locales, à tout cela. Et la privatisation et la corruption qui accompagne la privatisation, les personnes restées laissées sans emploi, sans argent, sans moyen de vivre, sans soutien du gouvernement local. Et donc, j'ai décidé, bien toute une équipe, hein, toute l'équipe qui travaille avec moi et moi-même, nous avons décidé que ce serait peut-être mieux que l'on puisse démarrer par un récit, une narrative. Parce qu'effectivement, les narratives étaient portées par les médias, les grands médias, à savoir les pauvres ouvriers dans la rue, dépourvus d'aide. Et donc, nous avons décidé, excusez-moi, et ensuite, on a contacté les ouvriers, on leur dit, ben voilà ce qu'on peut faire. On va essayer de vous aider de façon à vous permettre de communiquer votre histoire de différentes manières, hein, pas au-delà de ce qu'on peut voir dans les actualités. Donc, on a commencé à communiquer avec les ouvriers tous les jours. On s'est rendu dans cette usine pendant 1 an et demi, quasiment tous les jours, et on a recueilli toutes les histoires qu'ils souhaitaient partager avec nous. Pour moi, c'était vraiment important pour comprendre ce qui se passait et pour les aider au mieux de mes capacités pour transmettre leur histoire et porter leur histoire, leur récit. Ce travail de documentation, ça devient très important parce que ça permet d'élaborer une communication, non seulement entre moi, mon équipe, les ouvriers, mais également c'est comment eux pouvaient communiquer les uns entre les autres, quels étaient les messages qu'ils souhaitaient partager avec le public. Et également, ce qu'ils souhaitent, comment elles souhaitent communiquer au sein du grand public, ce sur quoi elles souhaitent
quelles sont leurs priorités, quelles sont les choses principales qu'ils souhaitent partager avec nous. Et donc, à ce moment-là, nous avons commencé à faire des petits portraits d'ouvriers pour raconter leur histoire, pour montrer la difficulté de leur situation et à quoi ressemble leur travail au quotidien. Ce n'est pas seulement un autre problème lié à la privatisation. Ce problème, à partir du moment où il est porté par une personne, par un homme ou une femme, il a un nom. Et comme je l'ai dit, parce que je ne savais pas comment faire pour les aider autrement de ce que j'ai pu faire, eh bien, c'est de faire un film, un documentaire, un portrait, des portraits. Pour moi, c'était vraiment très important de documenter les choses au fur et à mesure que les événements se déroulaient et les suivre au quotidien. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi la vidéo, hein? Parce que c'est la seule chose que bien que je sais, le documentaire, c'est une seule chose que je peux faire, hein. Et l'objectif est de montrer à quoi ressemblait le travail dans l'usine. Hein. On peut visualiser ce qui se passe. Et cet espace d'explication également, ces images. Après avoir réalisé ce travail au plus près des ouvriers, l'État, c'est le nom de l'usine, eh bien, nous avons commencé à travailler avec d'autres ouvriers dans d'autres sites qui partageaient qui avaient des histoires similaires. Hein. Et donc, nous avons décidé de les suivre. Hein. Nous avons suivi 3 ou 4 autres récits liés aux ouvriers défavorisés qui devaient subir les effets de la privatisation et qui se retrouvaient à la rue et manifestaient parfois. Et à un moment donné, nous avons réalisé que la plupart de ces ouvriers rencontraient des problèmes étant donné tout ce qu'ils avaient pu traverser. Ces problèmes étaient de nature de qualité de la santé et étant donné les mauvaises conditions de travail. Hein. Nombre d'entre eux souffraient d'AVC et connaissaient des problèmes de santé graves, hein, étant donné la qualité de leur vie. Nous avons décidé de poser la question suivante. Quelles étaient les problématiques et c'est là de travailler à la prise de conscience de l'impact du fait de travailler dans un site industriel comme ça. Alors, ça nous a amené à parler de déchets toxiques, de zones contaminées autour des sites de production qui touchent à la santé non seulement des ouvriers, mais de la population avoisinante. Donc, nous avons travaillé sur des histoires qui établissaient ces liens entre la privatisation et les déchets toxiques. Question extrêmement d'actualité. D'une certaine manière, je ne menais pas cette lutte pour montrer quelque chose, mais j'essaie de comprendre et de partager ma compréhension avec les autres. Je ne peux pas dire que je me suis battu, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si parfois, on ne comprend pas trop ce qu'on essaie de faire. Et les gens ne comprennent pas ce qu'on essaie de faire parce que les jeunes, il y a un fossé intergénérationnel. Et les jeunes ne comprennent pas ce qui se passe dans l'industrie et ce qui se passe à l'heure actuelle avec les travailleurs, l'environnement, mais ils ne veulent pas comprendre, hein, les jeunes. Ils ne veulent pas comprendre ce qui se passe. Hein. Par exemple, on dit, ça c'est du passé, c'est vieux, comme Hérode, ça c'est quelque chose qui passé il y a bien longtemps. Mais avec mes collègues, on veut établir ce lien fort
et dire que ce sont ici ce sont des sites de production, les ouvriers, la protection de l'environnement, tout ça c'est lié. Et tout ce qui s'est passé avant la guerre, après la guerre, l'objectif est d'établir ce lien avec la jeune génération. Nous sentons le besoin qu'il y ait une mobilisation autour de ces questions. Parfois, je sens que, voilà, nous parlons dans le vide. On parle tout seul, hein. On parle avec ses ouvriers. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Thank you, Sanya. Je vous remercie, Sanya, for the presentation. pour cette intervention. We have a couple of questions, so I will like for the rest, I will address. Ah, pardon, pourquoi je parle en anglais? Est-ce que Sanya m'entend en français maintenant déjà? Et est-ce qu'elle a la traduction anglaise? I'm not sure. Bon, je vais continuer en français, je vais voir avec elle en privé dans le chat. On va passer maintenant, on va écouter maintenant Stéphane Blagić nous parler de la situation à Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie, et de son action avec son organisation qui s'appelle Restart Srpska. Est-ce que Stéphane est là? Stéphane? Alors, je suis là, mais je ne sais pas est-ce que vous m'entendez? Oui. Yeah. Oui, oui. Puis-je démarrer? Vous avez la traduction? Alors, j'ai préparé lorsque j'ai préparé cette intervention, je savais que j'allais avoir des problèmes avec Zoom quand je veux passer une vidéo ou partager mon écran, mais je vais envoyer des liens, des documents dont je parle, des ressources dont je parle sur le chat de manière à permettre à tout le monde d'ouvrir ces éléments, ces documents. Stéphane, vous avez maintenant la possibilité de partager votre écran. Vous avez un bouton en bas, vous pouvez partager l'écran. Je sais, mais ok, excusez-moi, j'avais mal compris. Préparé. Lorsque je terminerai la présentation, je vous... Voilà. Parfait. Pour démarrer, je souhaite vous parler de l'association des citoyens de Vista Srpska. C'est une organisation tout à fait unique à bien des égards et je souhaiterais vous en parler. Alors tout d'abord, elle se mobilise les jeunes diplômés et qui ont une vraie prise de conscience de ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine. C'est la raison pour laquelle nous sommes lancés dans un travail de communication. Nous avons 40 militants pleinement engagés dans la prise de décision. Nous avons 2000 membres. Et donc, c'était 40 personnes sont là pour aussi prendre des décisions, piloter l'organisation. Nous existons depuis 2 ans et demi et nous sommes basés sur un volontariat total. Et nous traitons des questions notamment dans les médias, les élus, les politiciens. Et ici, c'est ici l'honnêteté, le sacrifice, le courage qui est mis en valeur. Et comme j'ai dit, je vais vous envoyer quelques liens dans le chat une fois que j'aurai terminé cette présentation, mais en bref. Eh bien, notre première initiative fut une campagne
Et donc, nous avons organisé 2 manifestations contre le ministère de l'Éducation et de la Culture qui achetait des Audi, des voitures fort onéreuses. Et en même temps, les écoles manquaient d'argent. Et donc, de nombreuses ont été les personnes qui ont soutenu notre campagne. Et deuxième action extrêmement, alors tout à fait célèbre, c'était le Wailing Wall, c'était le mur des lamentations. L'idée est de créer un mur en plastique, de le placer en centre-ville et d'en faire un mur des lamentations. On peut donner ici la possibilité aux uns aux autres d'écrire. D'écrire à ceux qui, aux êtres chers qui avaient quitté le pays. Et donc, étant donné les questions de la situation de pauvreté et d'insécurité, le mur de lamentation était rempli de noms. Et c'est un message qui a été transmis ici au gouvernement. On estime que depuis 2013 jusqu'à de 2013 à 2019, entre 300 et 400 000 personnes ont quitté la Bosnie-Herzégovine pour de bon. Mais on n'a pas de données officielles. Nous avons également organisé une conférence, une assemblée adressée à l'Assemblée nationale où les ONG et les organisations citoyennes ont pu exprimer leur point de vue. Nous avons tenu des débats concernant la question de migration, les affaires préoccupantes du pays. Nous avons envoyé une demande à l'Assemblée nationale, la République de Srpska. Tous les partis politiques à l'époque ont soutenu cette idée. Chaque jour, nous travaillons dans des blogs, nous enregistrons des blogs, nous postons des récits et nous participons activement à un mouvement Justice pour David. Vous en avez peut-être entendu parler. L'objectif est de trouver les responsables d'un meurtre d'un jeune étudiant à Banja Luka. Il s'appelait David Javicevic. Et Justice pour David, selon moi, c'est un des mouvements sociaux les plus importants en Bosnie-Herzégovine à ce jour. Et ça a commencé, David a été retrouvé mort dans une crique et la police a dit qu'il s'était suicidé, c'était un junkie. Et après, son père l'a défendu et a montré que, par de nombreux éléments de preuve, que David ne s'était pas suicidé et qu'il a été assassiné. Toutes les preuves indiquent qu'il s'agit là de l'œuvre de la police. Mais les représentants de la police n'ont jamais pris des mesures. Ils n'ont jamais été inquiétés. Et ces manifestations, il s'agit de plus de 1000 jours de manifestations. Le 5 octobre, ce mouvement a rassemblé près de 40 000 personnes sur la place principale de Banja Luka, juste la veille de l'élection parlementaire. Malheureusement, après les élections, moi et mes amis du mouvement, nous avons été confrontés à de nombreuses actions en justice contre nous. S'agissant du droit de rassemblement du public, et certains d'entre nous tombent sous le coup d'accusations pénales. Et ensuite, nos membres ont été libérés, mais à quel coût? Le mouvement a été quasiment étouffé. Et nous avons passé des centaines de nuits en détention. Et le gouvernement a pris des mesures contre nous, mais nous n'avons jamais abandonné. Enfin, l'année dernière, en novembre, j'ai organisé une manifestation sur la place principale de Banja Luka. Et j'ai organisé ce mouvement, cette action, parce que tous les rassemblements publics en lieu public à Banja Luka étaient interdits, sauf celles qui étaient autorisées par le gouvernement et les partis politiques au pouvoir. Donc ça, c'était avant la Covid-19, donc il n'y a pas eu vraiment de raison réelle mais de toute façon, peu importe, croyez-le ou non, moi j'ai été arrêté lors de cette manifestation, j'ai été détenu pendant 24 heures. Les médias ont rendu compte de cet incident
et je vous enverrai un lien qui vous permettra de découvrir cette histoire. Je souhaite ajouter une ou deux choses qui sont cruciales pour vous permettre de comprendre ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine. Nous savons, nous parlons de corruption dans notre pays, bien sûr. Il est important de dire que la corruption n'est pas la vraie. La vraie source de corruption, eh bien, est judiciaire. Comme quelqu'un a déjà dit ici même, les grands responsables et aux responsables qui font les soi-disant réformes du système judiciaire, eh bien, sont guidés par la justice, la communauté internationale, mais les procureurs bien, ne font pas leur travail, pas du tout. Au contraire, la communauté internationale eh bien, ne fait que lever la main et dire, bien, voilà, on lève les bras, ou plutôt on baisse les bras et on ne fait rien. Voilà la position. Et nous en sommes il y a 17 ans. Donc, quasiment, eh bien, cette réforme a été entérinée. Et je pense qu'Araina, lors du premier panel, a dit que l'AMF et la Banque mondiale accordent des prêts à nos élus politiques ici. Ils donnent ces fonds aux élus, aux politiciens eux-mêmes, mais pas au peuple. Vous comprendrez que lorsque nous rencontrons donc, des représentants de l'AMF et de la Banque mondiale, eh bien, on leur a donné, mais pourquoi donnez-vous des fonds à ces politiciens corrompus? Ne savez-vous pas que, eh bien, ces fonds vont disparaître? Et ils nous ont répondu, il est mieux pour nous qu'on leur donne plutôt que la Bosnie et leurs politiciens se rapprochent de la Russie, de la Chine et bien acceptent leur fonds. Donc, c'est pas vrai, en fait. Nos politiciens de bosniaques travaillent déjà en collaboration avec la Russie et la Chine, de toute façon. Donc, cet argument, eh bien, ce n'est pas pertinent, pas du tout. La vraie question qu'il faut poser, c'est que l'Union européenne, l'OTAN, ou les hauts représentants d'organisations en Bosnie-Herzégovine, est-ce qu'ils décideront vraiment de changer les choses, de faire bouger les lignes et de lancer des initiatives qui vont aller finalement dans le bon sens, dans la bonne direction, 25 ans après la guerre? Voilà ce que je souhaitais partager avec vous. Merci à tous les trois donc, pour ces présentations dans des domaines très différents. Alors, j'essaye de relire un petit peu mes notes prises pendant que vous parliez. Une chose qui m'apparaît commune, c'est la difficulté en Bosnie-Herzégovine aujourd'hui de se mobiliser et de faire face à une répression qui est souvent violente. Agnès nous a montré cette vidéo. Stéphane, vous nous avez raconté ce qui vous était arrivé avec les arrestations au moment du mouvement de Pravda za Davida et puis la manifestation des jouets sur la place de Krajina centrale de Banja Luka. Sania, à Tuzla, on sait évidemment ce qui s'est passé, par exemple, en février 2014. Qu'est-ce que ça engage, en fait à quoi s'engagent les gens, les citoyens, quand ils veulent défendre leurs droits? À quoi font-ils face aujourd'hui encore, que ce soit pour les problèmes environnementaux, pour des problèmes des travailleurs, par exemple? J'imagine, Sania, peut-être vous pourriez nous dire quelle est la situation, par exemple, des syndicalistes, pour commencer avec vous. Quelle est la situation des syndicalistes qui travaillent au sein de leurs entreprises, etc., par rapport ne serait-ce qu'à la direction des entreprises, mais aussi plus généralement par rapport au pouvoir?
Donc, lorsqu'on a commencé cette lutte, on s'est dit, pourquoi de faire quelque chose lorsqu'on pourrait demander à nos syndicats de le faire. Et on s'est rendu compte que la plupart des syndicats essayaient de se faire de se tirer les avantages, qu'en fait ils sont payés pour cela finalement. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait faire un parallèle, une organisation parallèle, si je peux dire, afin de les aider à se battre pour leurs droits. Non seulement leur fallait-il combattre la corruption dans la privatisation, mais aussi dans la direction des syndicats. Cette corruption rampante et, et ils ne savaient pas s'ils pourraient trouver de l'aide en prenant la décision d'aller dans la rue, mais en tout cas, ce sont les actions qui sont prises sont petites et pas assez visibles encore. Merci. Annès, je voulais vous demander, par rapport à toutes ces luttes environnementales, pareil, quel interlocuteur avez-vous maintenant dans les batailles que vous menez, notamment par rapport, par exemple, au problème des centrales que vous avez évoqué? Est-ce que vous êtes contacté par le gouvernement de la fédération, par des ministres, par des responsables politiques qui vous écoutent? Est-ce que vous avez quelqu'un à qui faire suivre ces demandes? Ce qui s'est passé au mois de juin de cette année, c'est qu'il y a eu une séance du Parlement qui est arrivée aux conclusions que toute nouvelle, qu'il faudrait interdire toute autre construction de centrales électriques. Et cette séance a invité le Parlement, avec un délai de 3 mois, à amender les lois et autres réglementations pour mettre en œuvre cette interdiction de construction d'autres centrales. Le gouvernement a tardé, mais on a commencé à voir des négociations débuter. Donc, on peut dire qu'il y a des signes que dans ce domaine, il y aura des progrès et que ces centrales seront interdites. Alors, il y a du chemin à faire, mais on peut espérer arriver. Pour d'autres domaines, la situation est beaucoup plus difficile, car le paysage politique est différent et qu'il y a une sorte de dictature. Il n'y avait pas eu de signe d'évolution aussi favorable dans d'autres domaines de la part du gouvernement. Et c'est l'un des plus grands problèmes de l'accord de Dayton. Il n'y a pas d'institution au niveau de l'État, c'est au niveau des entités. Et du coup, par rapport aux résultats récents, par exemple, des élections locales, je pense évidemment surtout à Sarajevo, avec ce changement en fait de gouvernance, notamment à la municipalité de Sarajevo, et est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose dans la prise en compte des problèmes spécifiques de Sarajevo, qui cette semaine a été encore une fois, par exemple, la ville la plus polluée du monde? Est-ce que vous pensez que ces petits changements électoraux vont favoriser ces revendications, vont être écoutés? Je ne suis pas certain que le moindre changement aura lieu. Parce qu'il y a des lobbies dans tous les partis, vous savez, les lobbies du bâtiment public, de la construction, et le soir des élections, certains des vainqueurs se demandaient même comment ils allaient continuer la construction des centrales hydrauliques.
Donc, je ne vois pas beaucoup de signes qu'on va vers une amélioration de la situation. D'accord. Merci. J'aurais une petite question on reviendra après parce qu'il y a des questions pour chacun de la part du public. Stéphane, vous avez parlé donc de ce qui se passait plus précisément en République serbe. Aujourd'hui, à part la campagne, par exemple, Pravda za Davida, dont vous avez parlé, qu'est-ce qui se passe au niveau plutôt des emplois, justement, des luttes environnementales, etc. Est-ce qu'à Banja Luka, il y a d'autres mobilisations en cours dont on n'entend pas parler? Ah, je crois que vous n'avez pas mis votre microphone. Voilà, désolé de ce petit contretemps. Il y a un certain nombre d'organisations à Banja Luka, mais en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est assez difficile de les mobiliser et de s'organiser. Car, je ne sais pas, l'estimation, c'est qu'il y a entre 8 et 900 personnes impliquées là-bas. Donc, c'est difficile de mettre en place un mouvement qui soit suffisamment fort et qui puisse avoir un impact. On a des organisations qui s'occupent des problèmes de production. Et à Banja Luka, nous avons aussi un air très, très pollué. On peut en fait voir l'air que l'on respire, c'est à se demander si on ne doit pas le mâcher avant de respirer. Et la seule chose qui nous donne l'espoir, c'est que ce n'est pas nous les pires. Peut-être la capitale Sarajevo, c'est encore pire. Mais j'aimerais parler de ces élections locales. Il n'y a pas eu de changement de gouvernement ici, parce que c'était au niveau municipal, pas au niveau de l'État, du Parlement, etc. C'est important parce que ça fait la différence. On a vu que les maires des 2 plus grandes villes de Bosnie ont changé, ça c'est déjà ça. Mais par exemple, le principal parti nationaliste reste toujours au pouvoir et reste plus fort que jamais, surtout dans la République de Srpska. Où ils ont plus de 50 municipalités sur 64. C'est assez incroyable. Même à Banja Luka, on a eu un changement de maire. Le gouvernement local, l'autorité, est sous la coupe des lobbies et il y a une sorte de système de cooptation. Je ne pense pas qu'on verra des changements tant qu'on n'aura pas résolu le problème des lois électorales qui sont à la base de la corruption électorale. La loi électorale qui a été, je pense, adoptée il y a 18 ans. Et les politiciens étaient très rusés, vous savez, à l'époque. Et ils sont passés maîtres dans l'art de la fraude électorale. Et on voit pas, on n'entend pas la volonté du peuple. Tout ce qu'on entend, c'est la volonté du parti en place. Vous évoquiez tout à l'heure dans votre présentation, vous évoquiez la difficulté aussi de se mobiliser parce que beaucoup de gens quittent la Bosnie-Herzégovine et que donc
vous vous interrogiez en fait littéralement sur la question de la relève et de qui allait continuer à se battre si toutes les jeunes personnes, en tout cas, continuent de partir. Euh, qui est mobilisé aujourd'hui en termes de génération? Ça, c'est une question que j'aimerais adresser à vous trois, en fait, à Stéphane, Sania et Annès. Quelle est la tranche d'âge de la population qui est principalement mobilisée dans ce que vous avez pu observer? Stéphane, si vous voulez commencer. Je peux vous répondre en quelques phrases. Parce que, croyez-le ou non, les gens de 50 ans et plus, c'est incroyable. Les jeunes ne sont pas du tout motivés. Je ne sais pas comment dire. Ils vont vers la facilité, c'est de quitter le pays. Je ne serais même pas surpris que cette génération d'activistes, de militants, comme les gens de mon âge, ok, bon, ça ira, mais je ne vois... Je ne vois pas parmi ces gens qui va prendre l'initiative. Donc là, on a... En fait, notre avenir n'est pas très brillant. Pour l'environnement, on a des gens de tous les âges. Ça dépend un peu des problèmes précis, mais il y a des gens de toutes les générations qui s'impliquent. Sania? Si vous parlez de militants sur les droits civiques ou l'écologie, nous avons toutes les tranches d'âge en fait impliquées. Mais si on parle des militants qui travaillent sur la classe ouvrière, je ne sais pas. Ces gens sont de 35 ans plus, mais on a essayé d'impliquer des générations plus jeunes, mais comme je le disais, ils ne semblent pas très intéressés par ces problèmes. C'est pourquoi j'essaye de trouver des nouveaux formats, canaux de communication pour les intéresser. J'essaye de voir s'il y a moyen de développer dans ces générations plus jeunes une conscience de ce que c'est que d'être dans une usine, d'être un ouvrier. Lorsque je leur parle, la vingtaine, 25, etc., pour les usines, ce sont des endroits sombres où les gens travaillent dur, sur sang et eau, et c'est un peu une sorte de tableau dramatique, surdramatisé. Et j'aimerais trouver un autre moyen de leur transmettre une histoire qui leur montre autre chose de cette vie industrielle et qui puisse peut-être déclencher quelque chose en eux, un intérêt. Donc j'en suis encore à la phase d'expérimentation, mais en général, c'est vrai que peu de gens s'intéressent à ces questions de classe ouvrière dans les jeunes générations. Je vous posais la question parce que je m'interrogeais justement par rapport à ces générations plus jeunes qui ont grandi souvent pendant ou après la guerre et qui finalement n'ont pas vu ce pays
industrialisée, avec des travailleurs qui partent le matin, qui rentrent le soir, et avec tout le démantèlement en fait de tout cela, et que justement pour cette génération plus jeune, c'est certainement difficile d'imaginer l'importance que ça a eu et l'importance que ça a de se battre pour ses droits. Et aussi, j'imagine que quand on est jeune en Bosnie-Herzégovine, s'impliquer, ça veut dire qu'on s'imagine un futur en fait dans ce pays. Or, si on n'en voit pas, on va avoir énormément de mal à investir de l'énergie et à croire qu'on peut effectivement faire bouger les choses. Malgré tout, ce que je vois, c'est que dans petits endroits, et notamment sur les luttes environnementales dont Hannes nous parlait, il y a des campagnes qui arrivent à arrêter des constructions de centrales, par exemple. Donc, c'est à espérer que ces exemples victorieux et positifs puissent remettre un petit peu les choses en perspective pour les plus jeunes générations qui pourraient avoir envie, du coup, de, eux, s'investir et aussi de rester. Avant de prendre les questions du public, j'ai une dernière question pour Hannes. Justement, ces luttes victorieuses, comme on a vu à Cluj-Chica et dans d'autres endroits, l'arrêt des constructions des centrales hydrauliques sur les rivières, etc. Si je ne fais pas d'erreur, notamment à Cluj-Chica, c'est venu d'une décision d'un tribunal. La construction a été arrêtée après la campagne, et c'est un tribunal qui a rendu cette décision en disant que les manifestants, en donnant raison en fait à la campagne contre la construction de la centrale. Et je m'interrogeais sur le fait que du coup, ça signifiait aussi quand même que malgré tout, dans le pays, il reste des juges et des gens qui font leur travail correctement et qui ne sont pas là que pour défendre les intérêts des politiciens locaux. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots à ce sujet? Comment vous percevez en fait ces victoires, pas seulement du point de vue de la campagne qui a été menée, mais des décisions de justice qui ont été rendues et qui ont arrêté ces constructions? Le problème le plus important pour les tribunaux, ce n'est pas les décisions, parce qu'ils peuvent arriver à prendre des bonnes décisions, mais ça prend des années. C'est la vitesse à laquelle ces décisions sont prises. Et à moins qu'il y ait des gens qui défendent les riverains pendant des années, les décisions des tribunaux arrivent trop tard. Et on a un cas dans le sud de la Bosnie où des militants locaux ont poursuivi le ministère et lancé des plaintes, mais rien n'a commencé. Et en même temps, des actions étaient menées contre les manifestants, et ça a été vite, beaucoup plus vite. Alors ça, c'est le problème, c'est que les tribunaux sont trop lents, enfin, quand ils veulent. Merci. Alors, je vais passer aux questions maintenant qui sont posées de la part des gens qui nous écoutent et qui nous regardent. J'ai une question pour Stéphane, de la part de Fabrice Deconin, qui demande, voilà, il prend connaissance et il comprend qu'il y a toutes ces mobilisations en République serbe et aussi du coup dans la fédération. Est-ce que les organisations d'un côté de l'une et de l'autre des entités collaborent, et si oui, comment ça se passe dans le sens, j'imagine, de la logistique, comment se passent les contacts, et est-ce qu'il y a des difficultés aussi légales à la collaboration des organisations d'une entité et de l'autre, et comment, j'imagine, derrière cette question, arriver à unifier en fait ces luttes sur le territoire, à l'ensemble, sur le territoire en fait du pays, et j'imagine à rendre les luttes plus fortes en fait aussi. Stéphane?
Stéphane, votre microphone. Oui, il aime bien le muter. D'abord, on n'a pas de frontières physiques. Il y a des frontières formelles, juridiques, mais qui ne sont pas vraiment des barrières. Donc, on a, comment dire, une liberté de coopération, et c'est le cas, nous coopérons. Mais cette coopération peut ou pourrait être bien plus solide. Je vais vous donner des exemples. Il arrive, j'étais au mois de décembre, au début décembre, qu'il y a les journées, vous savez, la journée anticorruption. L'année dernière, sur cette journée anticorruption, on a organisé, enfin certaines organisations ont organisé des manifestations dans la capitale, à Sarajevo. Et je ne pense pas que les organisations locales de Sarajevo aient participé à ces manifestations. Pourquoi? Alors que les organisations d'autres origines l'avaient fait. Pourtant, on a réussi à tenir cette manifestation, mais on était déçus. On avait une protestation, une manifestation anti-corruption, mais les ONG de Sarajevo, je ne sais pas pourquoi, ils ne voulaient pas y prendre part. C'était vraiment étrange. Donc, il y a coopération, mais vraiment, on est loin de ce que ça pourrait donner. Il faut qu'on améliore cette coopération. Merci Stéphane. J'ai une question pour Annès. Quel type de relation EcoActia a avec des organisations environnementales qui mènent des luttes similaires dans les pays voisins de la Bosnie-Herzégovine? La personne cite Odbranimo reke stare planine, par exemple en Serbie. Comment collaborez-vous avec les organisations voisines, Annès? Il y a un an, il y a eu une conférence à Sarajevo sur la protection des rivières et des organisations de toute la région y ont participé, pas simplement de Serbie, mais de Macédonie aussi. Et des gens de Bosnie participaient à des manifestations à Belgrade sur la construction de centrales hydrauliques et vice-versa. Et on échange des informations au quotidien parce que le cadre du problème est le même. Bosnie-Herzégovine, Serbie, Macédoine viennent des mêmes origines, nous avons les mêmes problèmes, les mêmes scénarios qu'on connaît ici et là. Donc, nous partageons, nous échangeons beaucoup d'informations. Et dans la même, Annès, c'est encore une question pour vous, dans la même idée en fait de voisinage et de frontières, il y a une question de Nadia Mazalovic qui demande à s'informer, qui demande des précisions par rapport à cette histoire de dépôt de déchets chimiques à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Et elle aimerait savoir s'il y a des actions concrètes entreprises en Bosnie-Herzégovine pour mettre fin en fait à cette décharge. Et elle pose également la question, excusez-moi, c'est un petit peu plus bas, par rapport à l'importation des déchets qui viennent d'Italie et qui finissent en fait dans les villes de Drvar et Bosansko Grauovo. Elle pose aussi la question, par exemple, de la forêt qui entoure Bihać, qui est déforestée, qui est décimée apparemment par les autorités croates de ce côté-là de la frontière. Comment toutes ces situations frontalières sont-elles prises en charge ou pas, en fait, en Bosnie-Herzégovine? Si elles le sont.
Il y a beaucoup de questions frontalières. Il y a un problème de déchets nucléaires, c'est même pas chimique. C'est à la frontière avec la Croatie, c'est presque à 300 mètres de la source de la Novigrad, la rivière en tout cas. Et en fait, par chance, les officiels, malheureusement, les officiels de l'Union européenne sont restés silencieux en se disant que c'est un problème interne entre les deux pays et se disant que c'était un problème diplomatique qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir une action dessus. Alors, donc ce site reçoit des déchets nucléaires non seulement de Croatie, mais aussi de Slovénie. Donc c'est un message terrible. Si on se retrouve dans cette situation, mais les politiques, en revanche, se réunissent depuis 2 décennies là-dessus, mais on verra si ça donne quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé avec la montagne de Kashefit, avec la police croate qui voulait... oui, il y avait des histoires de migrants qui traversaient un poste frontière. Et de l'autre côté, en Croatie, c'est une réserve naturelle. Et les ONG environnementales sont restées très silencieuses là-dessus. Jusqu'à présent, rien ne s'est passé. Alors, la question des déchets nucléaires importés d'Italie, ça montre qu'on n'a pas un système qui fonctionne correctement, car les entreprises importent des camions et des camions de déchets et ils les répartissent à travers le pays. Et au moment où on vous parle, notre mafia importe des déchets dangereux, comme ce qui s'est passé dans le sud de l'Italie où la Camorra faisait des bénéfices énormes. Et ce n'est qu'une fois que la population a développé des cancers qu'on a découvert le problème. Mais malheureusement, nous n'avons pas un système en place pour protéger notre environnement. C'est un problème pour la Bosnie-Herzégovine. Et nous avons d'autres problèmes frontaliers, des déchets qui sont acheminés à travers les cours d'eau de Bosnie et de Monténégro, qui arrivent sur les barrages de la rivière Drina et la Visegrad. De nombreux problèmes environnementaux. Alors maintenant, il y a un agenda vert, hein, mais bon, on va voir à quel point il peut résister à l'érosion du pouvoir politique. Malheureusement, l'Union européenne n'a pas vraiment prêté attention beaucoup à ces questions. On parle de la paix, de l'éducation, etc., mais pas ça. Merci Agnès. On a alors une autre question. Excusez-moi, c'est assez long, du coup il faut juste que je regarde. Alors, c'est une question de Laura Meyer qui s'adresse plus particulièrement à Stéphane. Parce que vous avez mentionné dans votre intervention en fait cette méfiance à l'égard de la société civile, à l'égard surtout des ONG. C'est-à-dire, je pense qu'il faut dissocier, quand on dit ONG et société civile, on n'entend jamais la même chose et quels sont les acteurs, etc. Est-ce que vous pourriez revenir en fait sur cette méfiance à l'égard du monde des ONG, et ça, je pense que ça n'est pas qu'à Banja Luka, ça touche l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. Elle pose la question de savoir est-ce que la société civile ne pourrait pas être présentée comme plus large que ces ONG. Et elle demande le rôle finalement de ces ONG dans les mobilisations comme Pravda za Davida, mais ça, non, oui, c'est ce qu'elle demande. C'est très long, excusez-moi.
Et est-ce que vous pensez, et ça je pense que c'est une question aussi pour tous les trois, sa dernière question c'est, est-ce que vous pensez qu'un soutien des donateurs internationaux peut réellement être efficace en soutien de vos actions en fait, d'activisme et du travail collectif? J'imagine c'est comment, en fait, surtout, si je me permette de reformuler, comment les donateurs les internationaux devraient probablement réorienter leur financement vers des ONG qui font effectivement un travail qui correspond en fait aux besoins du terrain. Je suis désolée, c'était un petit peu brouillon. Alors effectivement, on peut être très critique vis-à-vis du secteur des ONG en Bosnie-Herzégovine. Moi, j'espère que Tanis et Sania ne vont pas me blâmer, me faire de reproches pour ce que je vais dire. Je veux dire que juste après la guerre, le secteur des ONG en Bosnie, eh bien, a bénéficié de dons, mais qui ont été principalement mal utilisés. Ils ont été utilisés, ces dons ont été détournés pour financer certaines personnalités, des personnes, et non pas des actions ou des mesures. Et le meilleur exemple de ce qui se passe, de ce qui s'est passé après la guerre, Srebrenica, on estime qu'après la guerre, à Srebrenica, on est à près de 1 milliard, et bien même 500 millions d'euros ont été donnés jusqu'à présent. Et j'aimerais bien voir à quoi ressemble Srebrenica aujourd'hui. Srebrenica, enfin, il semble que, eh bien, on a l'impression quand on va à Srebrenica aujourd'hui que 1 euro a été investi ou 0 euro, qu'il n'y a eu aucun investissement, rien depuis la guerre. Donc on peut constater qu'il n'y a pas de confiance du secteur des ONG. Et puis, bien évidemment, la politique. Les médias publics ont été critiqués. On critiqué le secteur des ONG, en particulier dans la République Srpska et en Bosnie-Herzégovine dans son ensemble, en disant que, voilà, en faisant quelque chose de similaire à ce qui s'est passé en Hongrie, eh bien, il faut être, de toute façon, si vous faites quelque chose dans le domaine des ONG, si vous êtes activiste, eh bien, vous êtes mercenaire. Enfin, vous voyez, ce genre de croyance, c'est absolument pas fondé. Nous coopérons avec des organisations internationales. Et l'année dernière, mais je ne sais pas quoi dire. Je n'en suis pas très enthousiaste. Je pense que toutes ces mesures, toutes ces actions peuvent être mieux menées et peuvent vraiment se pencher très sérieusement sur tous ces aspects que j'ai pu décrire, parce que c'est l'argent des contribuables qui n'ont pas vraiment, qui atterrissent dans des poches privées. Sania, par rapport à cette méfiance du travail d'association, de collectif, etc., est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous faites face? Oui, je voulais en parler au début de mon intervention, en fait. Et je suis d'accord avec cette déclaration, à savoir que, eh bien, on sait que le secteur des ONG, c'est simplement un lieu des canaux où on va détourner des fonds. Et après la guerre, il y a eu tant de dons qui ont terminé dans de mauvaises mains. Et maintenant, nous devons combattre ces phénomènes. Désolé d'être un petit peu méli-mélo dans ce que je dis, mais si vous voulez être activiste, militant et vous battre pour une cause, on ne le fait pas pour de l'argent. Ce n'est pas un projet de vie de gagner sa vie pour gagner sa vie.
Non. Collaboration avec les fondations, oui, mais c'est 20% de l'effort est réel. Et ce sont ici des possibilités que nous investissons dans les luttes. Si vous voulez être éco-militant, eh bien, vous le faites par conviction, parce que vous avez le sentiment qu'il faut changer les choses. Nous sommes confrontés au même problème lorsque nous avons commencé à travailler avec les ouvriers. On a dit, mais alors, c'est juste encore une ONG qui essaye de gagner de grappiller des sous à nos dépens. Et il a fallu leur expliquer à ces ouvriers que nous ne souhaitions pas perdre de l'argent en racontant leur histoire. On voulait partager leur histoire en faisant quelque chose de positif. Et nous avons ressenti profondément que nous devions porter ces histoires, nous devions les partager. Et donc, les dons doivent être concentrés ou consacrés à des choses comme justement des mesures concrètes, prise de conscience, information, si vraiment on veut. Je pense que les militants, eh bien, n'ont pas pour objet la chasse aux dons. Merci Sania. Agnès, pour conclure sur cette question de la méfiance et puis aussi de la collaboration peut-être, en tout cas avec les donateurs internationaux, et comment rendre ces investissements, en fait, ces financements internationaux plus efficaces. Alors, effectivement, je comprends du côté des donateurs les contraintes, parce qu'ils doivent identifier, de savoir comment le financement a été dépensé. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le mot que j'ai déteste le plus, c'est le mot projet. La plupart des ONG sont orientées projet, parce que leur financement, leur source de financement unique vient de là. Et donc, on va commencer par le projet, et la fin, ça va être le projet. Et ensuite, une fois que les rapports sont envoyés, les fonds sont reçus, terminés, le dossier est bouclé. Non, on ne doit pas se concentrer sur le projet, mais sur le problème. Par exemple, la corruption, la fourniture d'eau, l'approvisionnement en eau, la pollution de l'air. Ça, c'est concret. Donc, il doit y avoir des financements fondamentaux là-dessus, avec des résultats concrets. Parce que sinon, on perd du temps. Allez, on écrit un beau rapport, tout va bien. Mais là, plus on passe du temps à l'administration, au côté administratif, et bien plus on perd du temps et on n'avance pas. On n'a pas tant de ressources que ça pour chaque tâche. C'est bien, il faut travailler. On ne peut pas vraiment se permettre de personnel à temps plein. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est la raison pour laquelle les grands projets sont nécessaires. Mais le financement arrive toujours entre les mains des mêmes grandes ONG, sont des organisations professionnelles en Bosnie. Et vous arrivez à vous faire entendre malgré tout? J'ignore comment vous fonctionnez à EcoActia. Est-ce que vous arrivez à trouver quand même des donateurs qui sont prêts à comprendre qu'il faut sortir de cette logique de projet qui finalement force les ONG à rentrer dans un moule qui n'a souvent pas beaucoup de rapport en fait avec ce qui se passe sur le terrain? Malheureusement, on n'a pas eu de grande réussite dans ce domaine-là. 70% de ce qu'on fait n'est pas du tout financé, c'est du pro bono, parce qu'on ne peut pas avoir de financement. En 2017, Sarajevo a connu des problèmes d'approvisionnement, de coupure d'eau. Il n'y avait plus d'eau dans la ville. Parce qu'il y a eu un projet de privatisation et toute la ville a été touchée par ces réductions de services. Les hôpitaux, par exemple, les écoles n'avaient plus d'eau. Et donc, nous avons lancé des actions, mais c'est nos propres fonds que nous avons utilisés, de nos propres poches. Et parce qu'effectivement, ça aurait pris des mois et des mois. Et nous, pour régler le problème, on n'avait pas des mois devant nous, on avait des jours. Et donc, au bout de 40 jours, on a réussi à faire bouger les choses et nous avons rencontré en urgence
l'Assemblée, et on a pu accorder suffisamment d'eau pour payer les réseaux d'eau, les entreprises gérant ces réseaux d'eau. Et en novembre 2017, l'eau est revenue. Et après, on n'a pas eu de réduction. En fait, ça a marché à nouveau. Mais donc, c'est seulement le militantisme qui a permis de résoudre le problème. Ça aurait été super d'avoir des ressources, effectivement. Mais là, on n'avait pas le temps. Mais là, tout simplement, on n'avait pas de fonds. On a dû sortir des sous de notre poche. Voilà. Oui, je pense que c'est bon, pour conclure, puisque notre panel touche à sa fin, il n'y a plus de questions et je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce que nous avions à dire, mais je pense que la dernière remarque d'Anès par rapport à cette campagne au sujet des coupures d'eau à Sarajevo et le fait d'investir son propre argent et de ne pouvoir compter que sur soi-même illustre vraiment cette fragilité en fait des luttes et des batailles et des mobilisations en Bosnie-Herzégovine et à quel point elle repose vraiment essentiellement sur la volonté des gens et non pas sur des moyens qui tomberaient du ciel et qui permettraient de faire bouger les choses rapidement, ce qui renvoie aussi à ce que Sania disait concernant le fait que voilà, quand on s'engage pour faire avancer les choses, on ne s'engage pas pour s'enrichir personnellement. Je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette conférence et de nous avoir donné du temps. C'était extrêmement intéressant de vous écouter. On va s'arrêter là. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, remercier également Madeleine de Sauls de la Fondation Beul à Paris et ses collègues qui, dans l'ombre, ont assuré toute la technique de ce webinar. Je voudrais remercier nos interprètes qui ont fait un sacré travail et qui seront là au rendez-vous demain. Marc Fermin, Christopher Jacques, Svetlana Spajic, Delila Dizdarevic-Bartlen, Nevena Nedic et Maria Rosic. Demain, le colloque continue puisqu'on se retrouve à 9h30 avec un panel consacré au potentiel problème, au potentiel, excusez-moi le lapsus, au potentiel projet politique en Bosnie-Herzégovine. Vous pouvez toujours vous enregistrer pour ce deuxième panel demain sur la page Facebook ou sur le site du Courrier des Balkans. Je pense que je n'ai rien oublié. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et à demain. Merci à vous. Thank you.